Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette cinquième réunion en visioconférence. Si vous voulez revoir les précédentes, vous pouvez le faire en accédant soit sur le site de J-Call, sur la chaîne TV J-Call, ou J-Call TV plutôt, qui est sur YouTube. Le sujet qui nous rassemble ce soir, c'est de faire le point sur la situation de l'Union européenne 27 ans après sa création. L'Union européenne, deuxième puissance économique dans le monde, ou troisième si on exclut le commerce intracommunautaire, comme vous le savez, est généralement considéré comme un géant économique et aussi comme un nain politique. On a voulu nous demander ce soir si, suite au Brexit, au retrait progressif des États-Unis des affaires du monde, commencé sous Bush fils et qui s'est continué avec ses successeurs, est-ce que cette situation nouvelle donne une opportunité pour l'Europe de devenir un acteur majeur sur la scène politique internationale? Alors, en a-t-elle les moyens? En a-t-elle la volonté? C'est le sujet qui nous rassemble. Pour cela, trois invités que je remercie vivement d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Michael Gahler, député au Parlement européen, membre de la CDU, qui est rattaché au groupe PPE, Parti populaire européen. Michael fait partie de la Commission des affaires étrangères et de la sous-commission sécurité et défense. Bernard Guetta, que beaucoup de Français en tout cas connaissent, puisque en tant que journaliste à France Inter, nous l'avons tous écouté souvent ses chroniques tous les matins. Bernard est maintenant, depuis 2019, député européen dans la liste Renaissance, rattaché au parti LRM, La République en marche. Et il est aussi membre de la Commission des affaires étrangères et participe, je crois, à la sous-commission des droits de l'homme. Enfin, Hubert Védrine, diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Jospin. Ses derniers ouvrages parus, j'en ai retenu deux. Un en 2016, paru chez Liana Levy, Sauver l'Europe, qui est vraiment le sujet qui nous rassemble ce soir. Et enfin, le dernier en 2020, et après, publié chez Fayard. Voilà. C'était l'objet donc de vous présenter rapidement l'objectif de notre soirée. La soirée va se dérouler comme ça en deux parties. Première partie, nos trois invités vont parler successivement, chacun pendant 10 à 15 minutes, pour traiter le sujet qui nous rassemble. Michael Gahler commencera, ensuite Bernard Guetta et enfin Hubert Védrine. Ensuite, selon le temps qui restera, ils dialogueront entre eux, puis vous pourrez leur poser des questions uniquement en utilisant la fonction chat qui est dans le Zoom. Voilà. Donc, je vous laisse la parole maintenant. Michael, merci à vous la parole. À tout le monde. Merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être invité dans ce cercle-là. Et voilà, où sommes-nous dans l'Union européenne? 27 ans, en tout cas, mais l'Union européenne, 27 ans. Où sommes-nous? Voilà, il y a quelques secondes que les nouvelles sont arrivées que le sommet européen s'est mis en accord sur le budget. Donc, les vétos hongrois et polonais sont du passé, n'ont pas été réalisés. Voilà, on verra. Il y a un compromis, mais ce mécanisme de l'état de droit, ça va être établi, mais vérifié par le Cour européen. Apparemment, c'est le compromis actuel. Mais où sommes-nous en général? Voilà, nous sommes à la fin de la première année Covid et j'espère que le vaccin va nous être délivré prochainement et dans quelques mois, nous sommes retour à la normalité plus ou moins, mais cela a apparemment, pas seulement en Europe, mais mondialement, dominé l'agenda. Cette menace ou cet défi nous a montré les déficits qui existent, les problèmes qui existaient avant ont été aggravés par cette pandémie. Donc, tous les rapports que nous avons établis au Parlement avec référence au Covid, cela a montré encore plus clairement à quel niveau nous sommes et quels sont les coûts de non-Europe dans les différents domaines de la politique. Et à mon avis, voilà, si on marche par tous les différents domaines politiques, si je commence avec affaires étrangères et sécurité et défense, je crois que la nécessité de se
rendre ensemble, de se mettre plus en accord avec les instruments que nous avons créés et aussi activés pendant les dernières années, comme la PESCO et le Fonds européen de défense qui sera établi prochainement pour l'année prochaine et toutes les autres mesures. Cela nous donne, j'espère, vraiment une motivation de renforcer cette coopération. Et moi, comme Allemand, même s'il y a quelques-uns, même le chef de mon parti qui n'aime pas ce mot tellement, j'aime cette notion d'autonomie stratégique, car cette autonomie stratégique, à mon avis, voilà, ce n'est pas défini, mais il faut le remplir avec substance. Et à mon avis, cela veut dire d'un côté de nous mettre en position de renforcer et sécuriser notre base technologique industrielle dans le domaine de défense. Ça, c'est un aspect de devenir autonome là, dans la nécessité de toutes les capacités qu'on a besoin, qu'il faut être en état de le produire plus ou moins nous-mêmes. Donc, c'est l'aspect industriel autonome. Et de notre côté, autonomie stratégique, ça veut dire qu'il y a un accord entre l'Union européenne et l'OTAN qui prévoit que l'UE peut utiliser les structures de l'OTAN au cas échéant. Voilà. Mais s'il y a un veto d'un seul membre de l'OTAN, de l'utiliser, cela, et je pense de préférence en Turquie, il n'y a pas de recours aux structures de l'OTAN. Donc, il faut être quand même autonome d'exercer ce que nous avons besoin, soit au Balkan, soit au nord de l'Afrique, soit même au Sahel, soit dans d'autres zones de crise où nous devrons défendre nos intérêts communs. Donc, c'est là, à mon avis, cette stratégie autonome que nous avons besoin. Et à mon avis, même si on le définit dans cette manière, la plupart, y inclut Madame Kramp-Karrenbauer, s'est mis en accord car elle est toujours en faveur que nous soyons présents dans les régions que j'ai mentionnées et elle est aussi en faveur que l'Union européenne soit capable d'agir. Voilà, donc pour cette domaine-là. Je crois dans le domaine de commerce mondial, nous sommes exposés à plusieurs défis. Il y a des concurrents, la Chine évidemment, les États-Unis, autres, mais nous ne sommes pas équidistants dans ce domaine entre les États-Unis et la Chine. À mon avis, nous sommes tous très reconnaissants aux Américains qu'ils ont remplacé Trump par Biden. Nous devrons être prêts à analyser les nouveaux agendas avec les États-Unis au sein de l'OMC, de World Trade Organization. Il faut les mettre en fonctionnement, car l'OMC pour le moment ne fonctionne pas. C'était aussi un peu à cause des États-Unis, mais nous avons un intérêt commun de faire en sorte que l'OMC puisse régler les conflits avec la Chine surtout, car nous avons invité la Chine dans l'OMC afin qu'ils s'adaptent et qu'ils adoptent plutôt les règles de l'OMC et il faut là, dans ce cadre, concerter aussi avec les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Mais à mon avis, il est aussi nécessaire de repenser à quelque chose comme TTIP, même si la nouvelle administration qui arrive est un peu hésitant. Et je sais, peut-être en France, on est aussi un peu hésitant, mais je crois qu'à long terme, l'Occident peut contrôler ou dominer ou être en containment avec la Chine si on a quelque chose ensemble, si les règles sont les mêmes, si les standards que nous mettons sont les standards mondiaux et afin que la Chine ne puisse pas se comporter comme ils l'ont fait ailleurs. Voilà, il y a autre thème qui sont importants, l'environnement, le changement climatique. Là, c'est bien que les États-Unis reviennent et comme j'espère aussi dans le JCPOA avec l'Iran, j'espère que ça sera
réactivée complètement et aussi élargie dans les autres politiques où nous ne sommes pas satisfaits avec l'Iran. Et vis-à-vis la Russie, voilà, je suis parmi ceux qui sont toujours en faveur, voilà, d'un côté d'un dialogue constant, mais aussi avec des règles claires et avec une claire condamnation de la politique que la Russie conduit avec ses voisins immédiats, soit la Biélorussie, soit l'Ukraine, soit vis-à-vis la Syrie et bien sûr aussi les frozen conflicts, les conflits gelés qui persistent. Là, il y a aussi, à mon avis, la nécessité d'un dialogue, mais aussi, si nécessaire, des sanctions afin de réduire la capacité de la Russie de se comporter vis-à-vis les pays mentionnés. Et là, nous sommes heureusement ensemble. À mon avis, c'est aussi très important. À l'intérieur de l'Union européenne, il faut encore aussi renforcer des politiques communes dans la demande de migration. Frontex doit être renforcée et aussi toute la politique interne, la lutte contre le terrorisme et il faut augmenter les compétences de Europol, qu'elles deviennent plus opérationnelles, que toutes les dates qui sont disponibles là doivent être vraiment utilisées et échangées parmi les responsables. Nous seulement ensemble, on peut voilà, profiter de valeurs ajoutées de l'Union européenne. Il y a les coûts de non-Europe augmentent et c'est pourquoi cette nécessité est claire à mon avis. Et je crois qu'il y a une large majorité au Parlement européen, mais aussi dans la public européenne, parmi les citoyens et parmi les grands thèmes. C'est tellement clair que seule personne peut arriver à ses buts, mais ensemble, nous sommes forts. Et c'est pourquoi je reste optimiste et aussi ce joli mot français, ce volontarisme, oui, j'aime bien ce mot, ce volontarisme d'agir et d'entreprendre quelque chose ensemble pour le bien commun. Voilà, c'est où nous sommes, où j'espère que nous allons continuer à travailler ensemble. Merci. Merci, Michael. On reviendra sur vos propos. Bernard, à vous, Bernard Guetta. Écoutez, je suis au Parlement européen depuis 18 mois, réellement. C'est-à-dire depuis septembre, non pas dernier, mais celui d'avant. J'entre au Parlement européen comme un petit bleu. Je ne suis pas un homme politique, encore moins un parlementaire. J'arrive là-bas un peu anxieux et avec le sentiment que les batailles que je vais avoir à mener, les batailles politiques bien entendu, vont porter essentiellement, fondamentalement, d'abord sur la nécessité d'une défense européenne, sur la nécessité de politiques industrielles communes, sur la nécessité de l'affirmation de l'Union européenne comme acteur de la scène internationale. Et puis, comme il me reste un nez de journaliste, ce nez qui permet de sentir, dès qu'on descend de l'avion, qu'on arrive à l'aéroport, les grandes évolutions d'un pays ou d'une crise, eh bien, je sens très, très vite que non, ce n'est pas les batailles que je vais avoir à mener parce qu'elles ont déjà été menées et que les tabous, et Dieu sait qu'ils étaient forts, que les tabous sur l'idée de défense européenne, sur l'idée de politique industrielle commune, sur l'idée d'affirmation de l'Union européenne comme acteur de la scène internationale, eh bien, ils sont tombés. Et je vais le vérifier très, très vite. En parlant avec mes collègues, vous venez d'entendre mon ami Michael Geller, c'était particulièrement frappant. Je vous rappelle tout de même que c'est le coordinateur de la politique étrangère pour le Parti populaire européen. Ce n'est pas n'importe qui, bien au contraire, au Parlement européen. Vous voyez le propos
aujourd'hui qu'il tient, qu'il développe avec une conviction absolue, je peux vous le dire, avec une conviction absolue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé une chose très simple, qui s'appelle premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement et cinquièmement, je veux dire essentiellement, pas seulement, mais essentiellement, qui s'appelle Trump. Trump, en disant deux choses. Premièrement, que si l'Estonie était attaquée, il faudrait vérifier qu'elle est à jour de ses cotisations à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, au bras armé de l'Alliance Atlantique, eh bien, a jeté un froid, y compris dans les pays baltes. Tiens, le parapluie américain est au minimum un peu percé. Et deuxièmement, il a dit, une fois qu'il était élu, quelques mois après, il a dit que dans sa très très grande intelligence, lui avait tout de suite compris que l'objectif des pays européens, en unissant leurs forces dans les communautés puis dans l'Union, était tout simplement de concurrencer l'économie et l'industrie américaine, et que donc l'Union européenne était un rival économique au même titre que la Chine. Et c'est ce qu'il pensait, puisqu'il est maintenant quasiment parti. Eh bien, ça aussi, ça a jeté, ça a fait l'effet d'une douche froide. Non seulement dans les capitales européennes, mais au Parlement européen. Et soudain, on s'est dit, mais après tout, ces Américains, ils sont quand même très, très durs sur les batailles commerciales et pas seulement depuis Trump. Et deuxièmement, souvenons-nous, quand la Russie entre, les forces armées russes entrent en Géorgie, on est sous le deuxième mandat de George Bush Jr. Que font les États-Unis? Pendant 2 jours et demi, ils sont aux abonnés absents. Il n'y a aucune réaction à Washington. Et ça voulait dire que les États-Unis n'étaient pas prêts à mourir pour Tbilissi, comme d'autres n'avaient pas été prêts à mourir pour Gdansk en d'autres époques, ou Danzig à l'époque. Alors ça aussi, ça a commencé à faire évoluer considérablement les esprits. Et soudain, ces Français qui avaient été si longtemps totalement seuls, de temps en temps les Belges, de temps en temps rarement les Italiens, enfin fondamentalement seuls, à dire dans l'Union européenne, défense commune, politique industrielle commune, affirmation politique de l'Union, etc., ben, n'étaient plus seuls, c'était devenu mainstream. C'était devenu mainstream. Alors vous allez me dire, vous allez penser, oui, mais les Baltes, les Polonais. Bah, confidence, il y a 1 an, j'étais dans le bureau d'un très haut responsable polonais, pas de l'opposition, de l'actuelle majorité nationaliste, conservatrice. Quand je dis nationaliste, conservatrice, c'est pour rester poli. Bon, et cet homme, au bout de 10 minutes, me dit, mais enfin Bernard, il me dit Bernard parce que je l'avais connu au temps de Solidarité, dit, mais enfin Bernard, évidemment qu'il faudra un jour une défense européenne, mais il ne faut pas le dire. Je me regarde stupéfait, pourquoi il ne faut pas le dire? Ben parce que ça précipiterait le retrait que nous savons inéluctable. Mais ça précipiterait le retrait américain du théâtre européen, et donc il ne faut pas le dire, mais vous savez, ou tu sais, me dit-il, qu'aujourd'hui nous voudrions entrer dans ce duo germano-français qui veut doter les 2 pays et à terme l'Union européenne d'un nouveau char. Je dis, ah bon, oui, vous voulez? Ben oui, on veut, on tape à la porte et on ne nous l'ouvre pas, c'est quand même incroyable, tu ne peux pas passer le message à Paris, etc. Enfin bref. Et puis ensuite, je parle beaucoup, évidemment, avec mes collègues baltes, spécialement depuis la crise biélorusse, mais même avant, à propos des relations avec la Russie. Eh bien, je constate évidemment la permanence d'une crainte fantastique, et qui évidemment est enracinée dans l'histoire, la crainte que finalement les grandes puissances européennes, la France et l'Allemagne, maintenant que la Grande-Bretagne n'est plus là, bah, lâchent la Pologne et surtout les petits pays baltes en faveur d'un accord par-dessus leur tête avec l'ours russe. Alors cette crainte, elle est toujours là et elle continue à motiver beaucoup d'attitudes. Mais en même temps, depuis la crise biélorusse, je me trouve sur la même longueur d'onde, mais totalement sur la même longueur d'onde, avec les Polonais, quelle que soit leur couleur politique, avec les Baltes, quelle que soit leur couleur politique,
sur l'idée qu'on ne peut pas résoudre la crise biélorusse, sauf une guerre naturellement, sans chercher un compromis, un modus vivendi avec la Russie en Europe. Et ces gens-là, mes collègues baltes et polonais, le disent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une défense européenne demain matin? Non. Parce que même s'il y avait un accord sur ce que doit être cette défense européenne, ce qui n'est pas le cas, le tabou est tombé. Mais l'accord sur la nature, l'ampleur, etc., non, il n'est pas là. Mais même s'il y avait un accord, de toute manière, il faut 15 à 20 ans pour bâtir une défense crédible. Donc non, il n'y aura pas de défense demain matin. Est-ce qu'il y aura des politiques industrielles communes? Il y a des ébauches, etc. Mais définir des politiques industrielles communes, ça prend du temps. Et puis il y a des batailles d'intérêts qui sont et qui seront formidables. Développer une politique étrangère commune, alors on dit beaucoup, je l'entends sans cesse, dès que j'ouvre une radio, une chaîne d'information continue en France, c'est impossible, les divergences profondes sur la Turquie. Je ne crois pas que les divergences de politique étrangère soient aussi profondes qu'on le dit, même pas sur la Turquie, et je vais vous dire, même pas sur la Russie, en tout cas de moins en moins, véritablement. Mais là aussi, ça prendra du temps. Non seulement cette affirmation à laquelle je crois profondément, je crois que l'Union européenne est entrée dans le troisième moment et décisif de son histoire, qui a eu le marché commun avec le traité de Rome, la monnaie unique avec le traité de Maastricht, et que nous sommes maintenant entrés dans la période, dans le moment de construction de l'unité politique. Eh bien, précisément parce que nous abordons enfin, long overdue, comme on dit au Parlement, que nous abordons enfin les vrais problèmes, les problèmes fondamentaux, mais évidemment qu'il va y avoir des tempêtes. Il y aura des tempêtes dans l'Union européenne. Il y aura des moments de conflit qui feront voir l'épisode de la chaise vide du général de Gaulle, des conflits sur laisser entrer ou pas la Grande-Bretagne à l'époque de Gaulle puis de Pompidou, qui les feront apparaître véritablement comme des petites escarmouches, comme des petites bagarres de cours de récréation. Non, il y aura des vrais conflits, il y aura de vraies tempêtes. Mais je dirais, levez-vous, orage désiré. Parce que le jour où il y aura de vraies tempêtes, ça veut dire qu'on discutera réellement des problèmes de fond. Alors, est-ce que ces tempêtes seront assez violentes pour constituer un risque d'éclatement de l'Union européenne? Bon, écoutez, on ne peut pas l'exclure totalement. Oui, ça peut se produire. Ça peut se produire en raisonnement, ça peut se produire sur le papier. Si vous me demandez ma perception de ce danger, ma perception à l'estomac, je dirais que je ne crois pas à ce danger. Parce que il y a le retrait américain, enfin l'estrangement, comme on dirait en anglais, oui, de retrait américain, non seulement d'ailleurs du théâtre européen, mais en large partie du théâtre proche-oriental, retrait du monde, sauf de la région pacifique et asiatique naturellement. Mais il y a ce vide, donc, américain, mais il y a aussi un grand problème à l'Est avec la Russie qui n'est pas résolu. Je pense qu'on peut le résoudre, mais pour l'instant, il n'est pas du tout résolu. Et la Russie reste inquiétante à l'Est. Et troisièmement, nous avons les chaos des autres rives de la Méditerranée, les chaos des mondes musulmans, et je dis bien des mondes musulmans, et non pas du monde musulman au singulier, ce qui n'existe évidemment pas du tout, bien au contraire. Alors, nous sommes menacés des trois côtés. Et tout à l'heure, Michael Geller a employé un mot qui me semble absolument fondamental pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est le mot de nécessité. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Une Europe grande puissance, qu'on rêve d'une Europe puissance militaire, ou en tout cas disposant d'une véritable défense, et même de forces offensives. Il y a une nécessité. Et je crois qu'en politique, nécessité fait loi.
Alors bon, nécessité fait loi, puis on peut aussi se prendre les pieds dans le tapis. Encore une fois, je ne peux pas l'exclure, mais quand je vois ce qui se passe depuis un an et demi, avec le Covid ou la Covid qui a précipité les choses, nécessité fait loi, là encore, et on le voit bien, je ne crois pas, non, je ne crois pas qu'on se prendra les pieds dans le tapis au point de se fendre le crâne. Alors oui, on se prendra les pieds dans le tapis par moment, on va peut-être se casser la gueule, mais se fendre le crâne, écoutez, non, je n'y crois pas trop parce que, je le répète, mais c'est fondamental, comme le disait Michael, nécessité fait loi. Merci. Alors, il y a des questions, mais on les traitera tout à l'heure. Hubert? Alors, d'abord, je suis toujours heureux de participer à des échanges organisés par J-Call et j'en profite pour saluer votre action qui est courageuse et qui est remarquable. Deuxièmement, vous me faites jouer un rôle ingrat, mais je crois que c'est prévu comme ça. Je ne pense pas du tout la même chose, pas du tout. Et ce n'est pas une question de jeu de rôle. Hein. Je sais très bien l'importance de M. Keller, je connais Bernard depuis longtemps, nous sommes amis, je pense tout à fait autre chose. Et je serais pas, d'ailleurs, je serais plutôt heureux qu'il y ait quelque chose de vrai dans ce qu'ils ont dit. Et que ce qui a été dit de façon d'ailleurs plus générale que concrète, mais quand même, admettons, qu'il y ait quelque chose qui prépare une mutation de l'état d'esprit des Européens qui, à mon avis, n'est pas faite. Ce n'est pas parce que les tabous ont sauté dans cette enceinte très particulière, qui est une sorte de 28e entité qu'est le Parlement européen, que les choses ont changé, en fait. Donc, je ne serais pas mécontent que ce soit vrai. Mais je ne vois pas du tout les choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut comparer, disons, depuis le début, son ADN, ce pourquoi elle était créée, dans quelles conditions. Et d'autre part, les évolutions qui se font jour, des avancées, des propositions, des mécanismes nouveaux. Mais le fond des choses, c'est que l'Europe n'a pas du tout été conçue comme une puissance. Pas du tout. Pas du tout. Elle était fondée sur le renoncement à la puissance. Elle était fondée sur la protection des États-Unis, le traité de 49, heureusement, le plan Marshall, qui est une préfiguration. Et c'est sous ce double abri, sous cette double protection, que les Européens de l'époque se sont regroupés pour faire un marché commun. Longtemps après, un marché unique, avec une monnaie commune, ce qui était plus efficace. À aucun moment, l'idée de puissance n'était constitutive. D'ailleurs, les fameux pères fondateurs qu'on évoque souvent sont des atlantistes à 200%. Et tous les fondateurs du divisent ne misent même pas une seconde que l'Europe, en tant que telle, devienne une puissance. Il y a même une sorte de refus de l'idée de la puissance. Il y a même un pari sur le fait qu'on va aller vers un monde qui sera débarrassé de la puissance, post-puissance, en quelque sorte. C'est-à-dire longtemps, l'Union européenne, dans ses moments les plus confiants d'ailleurs, parlait de son soft power, parce que sans se rappeler qu'il n'y a pas de soft power sans le hard, bon, etc. Donc pour moi, l'Europe, c'est tout à fait une autre aventure. Et quand il y a eu des moments dans la relation transatlantique compliquée, avec des défaillances, ça n'a jamais provoqué de déclic. Jusque-là, jamais. Le général de Gaulle, qui avait 100 fois raison en refusant la nouvelle stratégie imposée par les Américains à l'Alliance, celle de riposte graduée, 100 fois raison, il a fait ce que l'on sait, il n'a jamais dénoncé le traité, bien sûr. Il a quitté l'organisation, il n'a jamais été suivi par personne. Personne. Et quand le président Sarkozy est revenu sur la base d'un raisonnement erroné, parce qu'il a cru que le retour allait faire tomber la défiance et déclencher la défense européenne dont les Européens ne veulent pas, en fait, pour d'autres raisons, en fait. Ça n'a fait que, disons, banaliser, normaliser la situation. J'ai travaillé pendant 6 mois comme étant le Français du groupe de 10 qui était chargé de réfléchir à l'avenir de l'OTAN. Suite aux déclarations assez offensives du président Macron, soulignant le fait que l'OTAN était incapable de régler même des questions comme les relations entre la Turquie, la Grèce, la Chypre, etc. Nous avons consulté une centaine de conf calls, une centaine, en 6 mois. Tous les ministres de l'Alliance, 30, des think tanks dans les 30 pays, des géopoliticiens dans les 30 pays. Il n'y en a pas un qui a soutenu les affirmations européennes. Pas un. Même pas les Européens. Donc, il faut bien avoir en tête, y compris pour ceux qui sont les plus ambitieux,
comme les Bernard, M. Galère. Il faut avoir en tête que ce que disent les Européens dans les enceintes OTAN, ça n'a rien à voir. Rien. Et ce qui se dit dans les conseils européens, ce que dit au Parlement européen, est une sorte d'océan de mots, vous voyez. Ça n'a rien à voir. Et notamment, puisque la question était mise en avant, le mot d'autonomie, c'est-à-dire un sens assez violent en allemand presque, de sécession en quelque sorte. Le mot autonomie est combattu frontalement par tout le système américano-otanien et dans les réunions OTAN, tous les Européens, même s'ils disent autre chose dans les conseils européens, parce que ça veut dire coupure. En revanche, le mot souveraineté, que je me réjouis d'entendre moi, dans la bouche de la nouvelle commission, par exemple, ce que dit Thierry Breton me paraît très très difficile, mais très intéressant. Le mot souveraineté ne provoque pas cette même réaction. Donc la réalité d'aujourd'hui, indépendamment de ce qui peut se dire au Parlement européen, c'est que, à mon avis, les Européens ne veulent pas prendre le risque de devoir bâtir une défense au sens vrai. Je ne parle pas des coopérations industrielles, je ne parle pas de quelques initiatives avec quelques partenaires, c'est très sympathique. Mais ils ne veulent pas prendre cette responsabilité historique de dire que nous allons défendre par nous-mêmes, parce qu'il faudrait s'organiser, définir des moyens militaires, définir une hiérarchie, un système de décision, etc. Bernard Guetta a évoqué Trump. Ça n'a à peu près rien produit. Trump était extrêmement choquant pour des tas de raisons. Il était rejeté viscéralement par les Européens, sauf les Polonais et les Baltes, qui ne comprenaient même pas comment les Américains avaient pu élire Trump. Ils comprennent d'ailleurs toujours pas comment l'Amérique est restée à moitié trumpiste. Bon, ça n'a rien provoqué. Quand Mme Merkel avait rencontré pour la première fois Trump, elle était sortie naturellement épouvantée et elle avait dit « on ne peut plus vraiment compter sur eux, donc il faut s'organiser mieux entre nous ». Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a produit en vrai? Je ne parle pas des mots, je ne parle pas des textes, je ne parle pas des procédures, je ne parle pas de tout ça. Qu'est-ce que ça a produit en vrai? En vrai. La plupart des pays de l'Europe, ils sont comme ce que l'interlocuteur polonais de Bernard Guetta lui a dit, en disant le moindre signe de renforcement des Européens dans le domaine militaire vrai, je ne parle pas du discours général sur la sécurité militaire vrai, ça donne des arguments aux Américains pour se retirer. Il n'y a pas que les Polonais qui pensent ça. Les 3/4 des alliés européens dans l'OTAN pensent ça, en fait. Bon, donc je pense qu'il faut... D'abord, je pense que le mot d'autonomie est très, très nuisible. C'est vraiment gaspiller notre énergie sur ce point. Ça ne passera pas. Et Mme Merkel l'a encore redit récemment dans plusieurs conversations privées avec des think tanks européens. Elle a dit autonomie, non, jamais. Jamais. Et ça, ce n'est pas la position que AKK. C'est Merkel, c'est la CDU. C'est les mêmes arguments qu'au moment du traité franco-allemand du général de Gaulle et d'Adenauer. Donc je pense que c'est une fausse piste. En revanche, je pense que tout ce qui relève de la souveraineté, je sais que c'est un mot un peu flou, un peu creux, et que la question est de savoir quel contenu on lui donne. Mais la bataille qu'engage Thierry Breton, qui a mon plein soutien, sur des questions de technologie, sur des questions numériques, tous les domaines dans lesquels l'Europe est en retard, où en plus la France a décroché par rapport à l'Allemagne, gravement, depuis 20 ans, sur le plan industriel. Là, je pense que l'industrie, les technologies, demain, la question numérique, la génération d'après, celle qui est contrôlée par les GAFA, je pense que c'est un vrai combat à mener, celui-là. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les États-Unis ne sont pas retirés, en fait. Les États-Unis, à force de s'engager dans des guerres absurdes qui n'aboutissent pas, se sont dit qu'il faut peut-être mieux équilibrer nos interventions et on peut dominer le monde sans avoir à entrer dans des guerres dans tous les sens. Donc l'esprit de croisade est moins fort, l'esprit missionnaire est moins fort, mais il n'empêche qu'ils veulent continuer à contrôler. Ils continuent à avoir le budget militaire qui représente presque la moitié du budget militaire du monde entier. Leur avance technologique reste phénoménale, même si la Chine a incroyablement... Donc il ne faut pas spéculer sur un vrai retrait américain. En plus, la parenthèse Trump, qui n'était pas du tout isolationniste, mais unilatéraliste, est terminée. Terminée à la présidence, pas au Sénat, pas dans le pays. Donc ça va être entre les deux. Et Biden va avoir une position qui va être assez difficile à déterminer. Mais en tout cas, dans l'ambiance qui nous est annoncée, des démocrates qui reviennent, qui vont être sympathiques, amicaux,
normalement polie, simplement. Bon, par rapport à Trump, ce sera un tel contraste qu'il y aura une très grande vague chez les Européens disant, puisqu'on a retrouvé des partenaires normaux avec qui on peut coopérer, c'est peut-être pas la peine de se lancer dans tous ces processus très compliqués, très coûteux et très dangereux. Donc ça, c'est le premier défi pour les Français, pour la nouvelle commission et pour tous ceux qui pensent comme nos deux amis qui sont intervenus tout à l'heure. Mais la bataille va être féroce parce que les Américains, les démocrates sont beaucoup plus près des GAFA que ne l'étaient les républicains. Madame Harris est une Californienne. Et l'Europe, ça n'existe pas pour elle. Donc, il ne faut pas que l'Europe vienne les embêter quand même, leur marcher sur les pieds. Donc, il n'y aura aucun soutien aux propositions de Thierry Breton. Moi, je pense qu'il a raison. Je pense que c'est un combat qui doit être mené. Autant je pense qu'il faut mettre la pédale douce sur les proclamations dans le vide, sur tout ce qui est la défense, autant je pense que le combat technologique doit être mené. Mais ils ont les États-Unis contre eux, pas uniquement sur la question de la fiscalité des GAFA, sur la maîtrise des technologies de demain et celles qui vont venir après la 5G, etc. Dans un contexte où le bras de fer États-Unis-Chine va continuer, même s'il y a moins d'injures toute la journée, ça va continuer quand même. Et donc la tendance des Américains, on le voit bien, c'est d'ailleurs un élément qui est certainement derrière le projet de sommet des démocraties, c'est de rassembler tous les alliés, notamment les Européens, dont ils se fichent complètement, sauf à ce moment-là, dans le combat contre la Chine, avec des injonctions ingérables dans l'état actuel des Européens sur des choix impossibles en matière de technologie. Parce que pour nous redonner une base technologique suffisante pour qu'on n'ait pas à choisir, pour qu'on puisse éviter l'écartèlement, ça veut dire un travail énorme au niveau de l'Europe, au niveau des entreprises, au niveau des États pendant 5 à 10 ans dans ces domaines technologiques. Donc voilà le contexte tel que je le vois. Et je pense que, en dépit de ce qu'ont dit ou espèrent nos deux intervenants, moi je pense que le déclic mental n'a pas eu lieu encore chez les Européens. Peut-être dans des milieux particuliers, le Parlement, des gens qui réfléchissent autour, des réseaux de think tanks, quelques responsables dans chaque pays. Peut-être, il y a peut-être 1% des Européens qui ont fait le déclic mental. Mais la majorité des peuples européens, à mon avis, ne veut toujours pas devenir une puissance. Donc les arguments français excellents que j'ai utilisés 100 fois, si l'Europe ne devient pas une puissance, elle sera impuissante, donc dépendante, on est en pleine dépendance, puisque l'Europe dépend d'une façon ou d'une autre, 10, 12, 15 puissances dans le monde par rapport à ça. Ça n'a pas encore fait bouger les peuples européens qui continuent à croire qu'ils vont reprendre une vie normale après la pandémie, une vie normale heureuse, protégée par d'autres, sans avoir à faire des choix terribles, drastiques. Et le déclic, je parle du mental un peu comme chez les sportifs, vous voyez, parce que ça commande tout. L'avenir n'est pas dans de nouveaux traités, des nouvelles procédures, des nouvelles nominations. Il y a un problème de mental. Les peuples européens, ils veulent du social, ils veulent de l'hédonisme, ils veulent de la liberté, ils veulent pas, disons, d'investissement supplémentaire, ils veulent pas tellement de défense ou de sécurité, ils veulent surtout pas prendre des risques. Ils ont compris quand même que le monde n'était pas une communauté internationale, terme trop sympathique. C'était un chaos, comme dit Guterres, mais je pense que le déclic est à obtenir. Il n'est pas encore obtenu. Je pense qu'il est devant nous et je termine comme j'avais commencé. Je serais content qu'il y ait du vrai dans ce qu'ont dit M. Galère et Bernard Guetta, mais je pense que on n'a pas atteint le niveau suffisant pour faire basculer les esprits et potentialiser tous les leviers dont l'Europe dispose en théorie sur le papier. On n'y est pas encore, à mon avis. Merci Hubert. Michael, vous pouvez réagir aux propos de Hubert Védrine? Oui, merci. Voilà, je ne veux pas être mal compris. Je ne veux pas de déclic, si ça veut dire on va abandonner l'alliance transatlantique, on va devenir totalement autonome. À mon avis, voilà, ça coûte cher et c'est évidemment quelque chose que nos citoyens ne souhaitent pas. Mais je crois que ce qui est nécessaire est vraiment de faire les deux choses, pas ni l'un ou l'autre, mais les deux. Il faut de même côté être autonome à un degré ou un peu, au cas échéant, régler les choses dans notre large voisinage si nécessaire, seul si nécessaire,
Mais d'un autre côté, pour la défense collective, pour les grandes menaces, les grands défis, il faut l'alliance transatlantique ou le parapluie nucléaire, c'est le mot en français? Oui. The Nuclear Shield, Umbrella, et il faut cela d'un côté. Et je veux, au moment où nous nous engageons entre nous et où on coopère beaucoup plus, on devient aussi un pilier européen de l'OTAN plus fort. Pas exclusivement, nous ne sommes pas seulement complémentaires comme Union européenne avec nos activités, nous sommes aussi pour notre propre but là, mais à mon avis, il faut devenir plus attractif ou attirant pour les Américains si nous réglons beaucoup plus ensemble et d'une meilleure manière. J'avais l'impression que l'administration précédente, Obama, à partir de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ils ont aussi, avec un peu de suspicion, regardé ce que nous faisons là comme Européennes, mais ils ont compris pendant leurs 8 ans en exercice que ce que nous faisons n'est pas quelque chose contre l'OTAN ou contre les États-Unis, mais c'est quelque chose de nous faire plus forts dans notre propre intérêt, mais aussi que tout ce que nous faisons ensemble, que nous faisons en plus, ça sert le but commun au sein de l'OTAN aussi, pas exclusivement, comme j'ai dit. Je suis vraiment convaincu, j'ai entendu la première fois ce mot déclic, donc c'est comme le safety belt, hein, c'est qui sera décliqué. Hein, et je ne souhaite pas ça. C'est trop dangereux, c'est trop cher. Et je crois aussi la présence américaine sert aussi au Proche-Orient. Je crois l'Israël surtout est très satisfait que si les Américains restent présents en Europe et aussi voilà le suprême commande pour l'Afrique des États-Unis, je crois c'est à Stuttgart. J'ai un intérêt essentiel aussi d'avoir les Américains sur notre sol européen, pas pour nous dominer, mais pour nous aider, aussi encourager de faire plus ensemble comme Européens. Mais comme j'ai dit, les défis et les menaces sont tellement grands que seuls, ce n'est pas à nous de les régler. Là, je partage votre avis. Nos sociétés ne sont pas prêtes à investir, à dépenser tellement de plus dans le domaine de défense et sécurité qui était nécessaire si les États-Unis se cassent ici. Hein. Hubert, vous voulez réagir? Je voudrais éviter un malentendu. Je parle à M. Geller, là. Hein. Quand je parle d'un déclic, je parle d'un déclic mental par rapport à la notion de puissance. Ce n'est pas du tout par rapport à l'alliance. Moi, je ne plaide pas du tout pour une affirmation brutale du jour au lendemain, complètement irréaliste d'une autonomie même par rapport à l'alliance. Au contraire, parce que je pense qu'il faut avancer sur d'autres terrains. Donc, ce que j'appelle le déclic, c'est qu'on a maintenant 3 générations d'Européens qui ont vraiment cru qu'on allait vers un monde où la puissance était dépassée. Il y a une idéologie utopiste, une idéologie commerciale par rapport à ça, internationaliste, multilatéraliste, et en fait, ce n'est pas vrai. Il y a dans le monde actuel des puissances énormes. Il faut qu'on soit à notre façon une puissance. Mais je n'applique pas ça à l'idée qu'il faut faire exploser l'Alliance Atlantique. C'est le contraire de ce que je dis. Alors que moi, je suis d'inspiration gaullienne et mitterrandiste. Vous voyez, je suis en fait sur le thème très, très d'autonomie en théorie. Mais je constate que ce n'est pas sur ce terrain qu'il faut avancer. Excusez-moi, donc c'était un malentendu de ma part. Voilà. Tout à fait. Mais ça, c'est une question de leadership politique. Il faut que nos leaders nous disent, voilà, c'est comme ça, ce sont les réalités et il faut faire en sorte que qu'on exerce cette puissance. Et ce n'est pas par hasard que Mme von der Leyen a parlé d'une commission géopolitique. C'est un espoir peut-être ou un des mondes, ce n'est pas encore vraiment pas la réalité, mais
je crois par la force des choses, aussi un mot très joli que j'aime bien en français, par la force des choses, nous sommes voilà, forcés de penser, de commencer à penser autrement. Merci pour votre participation. Bernard, vous voulez réagir à Oui, bien ce sûr, débat? bien sûr, mais il y a tellement de choses qui ont été dites. Bon, je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes réactions. En m'adressant d'abord évidemment à Hubert. Évidemment que vous avez raison. Évidemment que les communautés, enfin que l'unité européenne n'a pas été conçue pour affirmer une puissance. Bien évidemment. Bien évidemment, et bien évidemment aussi que les Européens, tous les Européens, même les Français, se sont habitués, je ne parle pas là des dirigeants, des citoyens, se sont habitués à penser, à déléguer tout simplement leur protection aux Américains et trouvent qu'il est bien confortable intellectuellement, politiquement et financièrement, budgétairement, de continuer à le faire. Mais le problème n'est pas de savoir pourquoi et dans quelles conditions a été créée ou mise sur sa rampe de lancement l'unité européenne. La question est d'observer. C'est votre métier de politique, c'est le mien, plus de journaliste que de politique. C'est celui de Michael, évidemment. C'est d'observer l'évolution du monde. Alors, reprenons. Évidemment que les Américains ne se sont pas retirés d'Europe, mais évidemment aussi que l'Europe n'est plus aujourd'hui leur première préoccupation et évidemment qu'elle le sera de moins en moins et que donc leur implication dans les affaires européennes sera moindre et moindre. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a, et encore une fois, je ne pense pas que ce soit éternel, mais aujourd'hui, c'est la réalité, il y a un grand point d'interrogation à l'Est avec la Russie, ses nostalgies impériales, ses douleurs de l'amputation, tout ça est d'ailleurs parfaitement compréhensible, il ne faut pas jeter la pierre, il faut le constater, mais c'est là, c'est une réalité, donc nous avons un problème à l'Est. Évidemment que je ne pense pas que les chaos des mondes musulmans seront éternels. À mon avis, ils seront malheureusement plus durables que ceux de la Russie. Mais enfin bon, ils ne seront pas éternels, mais ils sont là. Et donc, nous avons, nous, Européens, une grande question. Comment est-ce qu'on se défend face au danger? Bon. Eh bien, si on se repose sur les Américains éternellement, eh bien, nous risquons des mésaventures assez sérieuses. Je dis peut-être pas demain matin, encore que je n'en sache rien, nous n'en savons rien, mais en tout cas à 5-10 ans. Deuxième point. Évidemment, encore une fois, que l'Europe non seulement ne souhaite pas investir dans sa défense, mais serait incapable de se défendre toute seule dans 5 à 10 ans. Là, je réponds plutôt à Michael Geller. Enfin, bien sûr qu'il faut conserver l'appartenance à l'Alliance Atlantique, pour bien d'autres raisons encore, mais en tout cas parce que sans le parapluie américain, sans la protection américaine, avant que nous n'ayons réussi, et ça prendra du temps, je disais 20 ans, c'est peut-être 25 ans, je n'en sais rien, personne ne le sait, eh bien, nous avons besoin de cette protection américaine. Alors, bien sûr qu'on n'y est pas encore, mais observons la dynamique. Cessons de dire, ça n'a pas été créé pour ça, mais ça n'a pas été créé pour ça dans un tout autre monde. Aujourd'hui, le monde est tellement différent que la réalité des choses forcera et force déjà non seulement les dirigeants européens, y compris polonais ou baltes, mais les opinions à évoluer. Bien sûr que oui, nous évoluons. Est-ce qu'on évoluera à temps? Hélas, ça je n'en sais rien. Et personne ne le sait. Mais je dirais qu'il faut précipiter le mouvement plutôt que de nous dire ah, de toute manière, l'Union européenne n'a pas été créée pour ça. Parce que dernier point, Hubert. Elle n'a pas été créée pour ça. Elle ne serait toujours pas prête à cela, pour vous citer. Et alors quoi? Est-ce que la France, avec ses forces armées, c'est pas rien, avec sa force de frappe, ce n'est pas rien, c'est encore moins rien, suffit à défendre l'Europe et donc suffit à défendre la France? Non, évidemment pas. Donc il faut commencer maintenant.
Donc, il faut commencer maintenant et ne pas dire, mais nom de Dieu, en 50, on a créé l'unité européenne pour se mettre sous le parapluie américain. Ben oui, c'était vrai. C'était vrai en 50, c'était vrai il y a 70 ans. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. En tout cas, beaucoup moins. Est-ce que je peux ajouter encore une chose? Cette description que je vous faisais tout à l'heure de mes premières impressions très rapidement confirmées et au-delà de toutes mes espérances. Mais ce n'est pas seulement au Parlement européen. Quand je faisais allusion, quand je vous racontais cette conversation que j'ai eue à Varsovie, mais attendez, c'était à Varsovie, c'était pas au Parlement européen, et c'était avec l'un des plus hauts responsables du gouvernement le plus nationaliste. Oui, nationaliste aussi d'ailleurs, mais le plus atlantiste de l'Union européenne. Les choses bougent, les choses bougent. Il ne faut pas, comme devant l'écroulement du soviétisme, continuer à dire le communisme ne peut pas changer, l'atlantisme ne peut pas changer, etc. Non, le communisme a pu changer parce que bien des choses avaient changé qui l'ont emporté. Et là, aujourd'hui, l'ADN, pour reprendre votre expression, Hubert, l'ADN de l'Union européenne, eh ben, il va changer par la force des choses. Ben oui. Bon. Alors, je ne sais pas à quoi renvoie cette invocation magique là, de la force des choses, mais je voudrais bien que Bernard, avec qui je parle depuis des décennies, ne présente pas de façon aussi biaisée ce que j'ai dit. Bernard, si je parle de l'ADN, c'est parce que vous devriez réfléchir, vous aussi, qui avez raconté les mêmes choses depuis des décennies, sans aucun résultat. Même avant d'être au Parlement, vous avez dit des choses très fortes sur l'Europe. J'ai participé moi-même à des centaines de discussions, de conversations, ensuite de conf call dans le même sens. Et je pense que nous avons l'obligation politique et morale même de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi les propositions françaises, souvent très intéressantes, volontaristes, le mot qu'aime notre ami allemand, etc., n'ont pas donné de résultats. Normalement, tout ce qu'on vous présentez comme une perspective à portée de la main, ce n'est pas mon avis, mais non, à 25 ans. Vous avez d'ailleurs beaucoup nuancé parce qu'on gagne du temps dans la deuxième intervention. Bon, vous présentez ça qu'en tout cas en marche, vous parlez d'une dynamique. Moi, je ne la vois pas encore, pas suffisamment. Il est vrai que je passe pas ma vie dans le Parlement européen et j'ai trouvé dans les 6 derniers mois qu'il y avait moins d'échos aux idées françaises qui vous expriment bien sous la forme de l'ambition qu'à l'époque de Mitterrand. Tout ce que j'ai connu à l'époque de Mitterrand et donc dans les 2 cohabitations et dans la 3e cohabitation quand j'étais ministre. Il y avait à la limite plus de relais en Europe. Il y avait plus de gens capables de parler, comme vous avez cité, cette personnalité politique polonaise. Et si on part dans le passé, quelqu'un comme Helmut Schmidt était plus sensible à ça. Quelqu'un comme Gerhard Schröder était plus ouvert à ça que l'Allemagne d'aujourd'hui. Et je ne vais pas énumérer pays par pays. Donc je ne trouve pas que la dynamique soit en marche. Et je ne trouve pas que Trump ait produit des effets. Il était très choquant, mais pas gênant en fait. Si les Européens avaient été déforés par la volonté de s'affirmer, de prendre enfin des responsabilités que nous souhaitons tous les deux depuis longtemps, ils l'auraient fait. Trump n'aurait pas pu les en empêcher, en fait. Donc, si je reviens à l'ADN, c'est parce que je crois que vos thérapies ne servent à rien, en fait, et qu'il faut aller plus au fond. Et il faut travailler, vous le pouvez depuis le Parlement européen, sur ce qui fait que les peuples européens restent attachés à l'idée qu'ils n'ont pas besoin de devenir une vraie puissance. Et je pense que ça, ce n'est pas déverrouillé encore. Et alors, vous avez dit, il ne faut pas en rester là. Naturellement, je n'en reste pas là, sinon je ne chercherai pas à faire l'analyse de fond de ce qui peut débloquer. Mais dans la pédagogie qu'il faut faire, convaincre les peuples européens que c'est une obligation de devenir une sorte de puissance raisonnable, hein. On ne va pas recoloniser le monde entier, puissance raisonnable pour se faire respecter. Bon, je pense que les mots ne sont pas encore trouvés, la pédagogie n'est pas suffisante et qu'il y a une majorité d'Européens pour dire ouais, d'accord, mais enfin, on va continuer comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé sous Trump. Où la majorité des Européens, pour ne pas dire tous, ont dit c'est un cauchemar, on attend que ce soit terminé. Ça aurait dû déclencher 10 fois plus de choses. Et vous savez comme moi que les projets, par exemple, franco-allemands en matière de défense, il y a des projets intéressants, c'est très bien qu'ils se heurtent à des difficultés considérables, parce que l'approche de part et d'autre n'est pas la même. Je ne parle pas des discours faits dans les sommets, hein. En vrai, c'est très bien que l'approche française, l'approche allemande, ce n'est pas la même chose pour définir les spécificités, les calendriers, les besoins, ceci, cela. Donc, tout est très difficile. Donc, on n'a pas encore trouvé les mots. Même ce que vous dites, que
animés par une ambition énorme, formidable, permanente. Vous n'avez pas trouvé les mots qui débloquent, en dehors de 2-3 copains polonais ou je ne sais qui, vous n'avez pas trouvé encore les mots qui débloquent les opinions. Et moi, je pense que la position allemande est assez bien résumée par les CDU. Ou alors, il y a d'autres partis qui, eux, sont pacifistes, en fait. Ils ne sont pas du tout pour une affirmation de la défense. Même si les Verts en Allemagne ont évolué dans un sens réaliste intéressant, il faut espérer qu'à la longue, ils auront une influence sur les Verts des autres pays. Bon, ça serait très bien, pour un sein. Donc, on n'est pas en désaccord sur ce qu'ils vont souhaiter, mais ne négligez pas à ce point l'analyse des fondamentaux de l'esprit européen contemporain, parce qu'à mon avis, c'est cet élément-là. Je ne dis pas qu'il faut que ça dure jusqu'à la fin des temps, je dis l'inverse. Et j'ai toujours cherché, par des mots et par des actions, comment débloquer ça. Que les Européens arrêtent d'être des bisounours. C'est ma formule, ça, depuis longtemps. Arrêtent d'être des bisounours. Dans Jurassic Park, je dis ça depuis 20 ans. Ou alors, pour parler comme Steinmeier, que les Européens arrêtent des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Je ne souhaite que ça, moi aussi. Mais comme tout ce qu'on a dit, nous les Français, en nous écoutant parler, y compris quand on a des ventriloques dans le système européen, comme ça n'a pas fait bouger les choses fondamentalement, je pense que ça ne suffit pas. Voilà. Et qu'il faut le dire carrément et brutalement comme je le fais. On a plus de chance de faire bouger les esprits en parlant comme ça, je pense. Alors, une question à vous deux. Est-ce que la récente décision, suite à la pandémie, de mutualiser la dette et de construire un budget européen pour les 7 ans qui finalement a été voté, je pense aujourd'hui, une fois que le blocus des Hongrois et des Polonais est tombé, ça ne montre pas quand même une évolution dans ce sens? Évidemment que je vais répondre que oui. Évidemment que oui. Parce que je n'ai pas cité ça parce que je savais qu'évidemment on allait y venir. Mais les Français ont été pendant des décennies les seuls à parler de mutualisation. D'ailleurs, pas de mutualisation des dettes, mais surtout de mutualisation des investissements. Et donc d'emprunter, de mutualiser les emprunts pour mutualiser les investissements. Eh bien, cette idée-là, elle est passée finalement à peu près comme une lettre à la poste. Les Néerlandais, les Danois et quelques autres radins, comme on les a appelés, ont tordu le nez. Enfin, ils ont tordu le nez quoi? 3 jours et demi au sommet européen de juillet dernier. Mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Soudain, quelque chose s'est débloqué. Peu auparavant, la Commission, en l'espace de 12 heures, avait levé les règles de Maastricht en disant bon, il n'est plus question de plafonner la dette. Pendant le grand débat qui nous a déchirés, nous tous Français, au moment du projet de constitution européenne, Laurent Fabius disait on va graver le libéralisme dans le marbre. Je me souviens de disputes pendant des réunions ou sur des plateaux de télévision avec lui en disant mais écoutez, arrêtez de parler, de graver dans le marbre. On ne grave rien du tout dans le marbre en politique. C'est l'évolution économique, c'est l'évolution politique, psychologique, c'est l'évolution des rapports de force internationaux qui gravent les choses. C'est certainement pas un texte. Et évidemment que ce texte-là, même celui-là, évoluera comme tous les traités ont évolué et comme les abords politiques de l'Union européenne et avant des communautés ont évolué. Je vous rappelle quand même que mais c'est pas à Hubert que je le rappelle, il le sait beaucoup mieux que moi, mais je le rappelle d'une manière générale, quand Helmut Kohl et François Mitterrand donnent le coup d'accélérateur nécessaire à la monnaie unique, mais ce projet est en gestation depuis quand? Depuis extrêmement longtemps, en vérité, extrêmement longtemps. Et qu'est-ce qui a fait que Mitterrand et Kohl décident de donner ce coup d'accélérateur? Essentiellement, pas uniquement, essentiellement la crise qui menaçait les guerres de Yougoslavie menaçaient de provoquer dans toute l'Union européenne, sur tout le continent européen, et même menaçait de casser
de casser l'attelage franco-allemand dans la mesure où catastrophiquement, l'Allemagne et la France étaient repartis comme en 40, c'est le cas de le dire hélas, ou plutôt d'ailleurs comme en 14, à leurs alliances traditionnelles, avec une Allemagne qui soutenait la Croatie et une France qui avait plutôt une sympathie, ou en tout cas pas d'antipathie, pour les Serbes. Et qu'est-ce qui a fait bouger les choses? Eh bien, une évolution historique, l'éclatement de la Yougoslavie et la décennie de guerre qui s'en suivait. Et bien, à ce moment-là, Dieu merci, Mitterrand et Kohl ont su voir la bonne réaction. David, je peux réagir là? Alors, je laisse de côté la question de l'euro et la question de la Yougoslavie, ce sont d'autres sujets. Sur votre sujet, moi j'ai trouvé depuis le début, dans l'affaire de la pandémie, qu'on avait critiqué de façon injuste disons, les institutions européennes. J'avais trouvé, puisque l'Europe n'a pas de compétences particulières en matière sanitaire, hein, donc j'ai trouvé que les réactions de Mme Lagarde, de Mme von der Leyen au début étaient plutôt bien. J'ai trouvé très remarquable et courageux le Green Deal de Mme von der Leyen, précisément de dire non, ce n'est pas le moment d'abandonner l'obligation d'écologisation, au contraire, c'est plus vital que jamais. Très bien. Après, j'ai trouvé bien le travail du président Macron et de Mme Merkel sur le plan de relance qui reprenait les éléments de von der Leyen, très bien. Donc, moi, je rends hommage au pragmatisme, et notamment le pragmatisme allemand. Parce qu'en fait, dans les deux exemples qu'on a cités au début, que Bernard a repris, c'est une forme de pragmatisme allemand de dire on a tenu jusqu'à maintenant aux 3%, parce que pour nous, c'est vital, il faudra y revenir dès qu'on peut, mais dans les circonstances actuelles, on ne peut pas. Donc, les Allemands sont moins théologiques que nous, vous voyez, sur ces questions. Ils ont une capacité, surtout dans leur système qui est laborieux et lent de consensus interne, assez fort. Donc, c'est bien. Dans l'affaire de l'histoire de la mutualisation, ce qui m'a frappé, c'est que ça n'a pas du tout été présenté de la même façon en France et en Allemagne. Il y a des voix discordantes, bien sûr, mais en gros, en France, on a, disons, les pro-européens les plus engagés, les plus militants, ont insisté sur le fait, non pas que c'était utile et efficace, mais que ça faisait avancer dans l'intégration. Parce qu'ils pensent que c'est l'intégration qui est plus efficace, etc. En Allemagne, en majorité, les gens ont dit c'est une réaction exceptionnelle à une situation exceptionnelle. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas prendre le risque de voir s'effondrer l'économie de l'Italie du Nord, donc de l'industrie de l'Italie du Nord, qui fournit l'industrie automobile allemande. Et en fait, c'était très lié à l'avenir, à la survie de l'automobile allemande. Et pas mal de responsables politiques allemands, alors tous, c'est bien, mais on n'a pas le temps d'entrer dans les nuances, on dit, on le fait parce que c'est une urgence absolue, mais dès qu'on pourra, il faudra corriger ça et rembourser. Donc une présentation, disons, téléologique du côté français et pragmatique du côté allemand. Bon, Bernard pourrait dire, on s'en fiche, l'essentiel, c'est que ça marche. Oui, c'est faire avancer les choses. Et donc, le jugement n'est pas encore rendu parce que le jugement par rapport à ça, il sera rendu dans les opinions. Hein. Et donc, pour la suite, quand les gens ont vu si ce plan de relance a vraiment servi à quelque chose. Et qu'est-ce que ça donne? Donc, la bataille est devant nous encore, hein, pour l'affaire du plan de relance. Alors, une question, oui. Bernard. Sur la Russie, est-ce qu'il y a une position commune qui se dégage autour de vous, enfin, d'après ce que vous voyez, de l'Union européenne sur la Russie? Non, non, pas encore. Pas encore. Mais quand je suis arrivé au Parlement, les Baltes et les Polonais ont réagi à l'attitude du président Macron vis-à-vis de la Russie avec des hurlements d'épouvant. Mais quand je dis des hurlements, je n'exagère pas. Hein. Je me souviens d'un député balte avec lequel je suis copain, d'ailleurs, qui n'est pas du tout une buse, au contraire, qui rentre dans mon bureau, mais quasiment en hurlant, me disant « Mais Bernard, mais qu'est-ce qu'il fait? Ton président, il est complètement fou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voulez nous vendre, etc. etc. » Calme-toi, etc. Je lui explique que, à sa grande surprise, je soutiens plutôt, avec des nuances, mais enfin que je soutiens plutôt la position de Macron. Comment? Toi? Bah oui, moi, absolument, etc. Eh bien, aujourd'hui, non. Il y a une évolution du regard des Baltes et des Polonais sur la Russie. Je vais faire plaisir à Hubert, et c'est un fait. Il y a un début d'évolution, mais un début d'évolution spectaculaire, spectaculaire. C'est-à-dire que les Polonais et les Baltes commencent à comprendre qu'aujourd'hui, il faut trouver un compromis avec la Russie, qu'il faut
trouver un modus vivendi et non pas leur grand fantasme en fait de reconstruire un mur plus à l'est et un mur naturellement défendu par les États-Unis parce que ces mollassons d'Allemands et ces anti-américains de Français ne pourraient jamais le faire. Les choses bougent considérablement. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une position commune sur l'Asie? Non, pas encore. Mais les choses bougent. Question symétrique à Hubert par rapport à la Chine. Il semble que les États-Unis vont chercher, alors on parle de les États-Unis, Biden, chercherait à se rapprocher de l'Union européenne comme allié par rapport à la Chine. Comment vous voyez ce processus? D'abord, je ne voudrais pas laisser passer l'occasion de dire que je suis d'accord avec Bernard sur le sujet russe, globalement. Hein. Et je trouvais quand même extravagant ces dernières années le climat hystériquement anti-Poutine, mais en tout cas anti-russe fondamentalement, en Europe, comme si on avait perdu la guerre froide. C'est quand même dingue. Avec une espèce d'inquiétude horrible dès qu'on parle aux Russes, comme si on allait se faire avoir tout de suite. Comme si on était des crétins incapables de négocier un accord de contrôle des armements, alors que quand les deux grands présidents américains ont négocié avec l'URSS des accords de désarmement qui ont tous finalement été favorables à l'Occident. Tous. Hubert, quand nous avons tous signé les accords d'Helsinki. Oui, d'abord au début, mais je n'ai pas le temps de remonter à ça, vous avez raison. En plus, c'était une idée française, les accords d'Helsinki, mais Helsinki d'abord, ensuite les accords de désarmement. Bon, l'URSS était beaucoup plus dangereuse que la Russie, beaucoup plus armée, beaucoup plus féroce, et elle faisait assassiner des tas de gens en douce, hein, beaucoup plus que la Russie aujourd'hui. Je ne défends pas ce que fait la Russie, je dis qu'il n'y a aucune raison d'avoir tellement peu confiance en nous-mêmes qu'on serait incapable par rapport à la Russie d'être à la fois ferme, dissuasif, vigilant, etc., tout en discutant, en négociant dans des domaines d'intérêt vitaux. Donc je suis complètement d'accord avec l'approche de Bernard là-dessus, et c'est assez courageux qu'ils le disent dans le milieu dans lequel il évolue en ce moment. Puisqu'on parle de la Russie, je vous passe la parole, on reviendra sur la Chine avec Hubert après. Merci encore une fois. Voilà, je dirais, sur les derniers événements vis-à-vis de la Biélorussie, voilà, ça a mené un peu à une autre discussion, mais quand même, les principes sont clairs, pas seulement au Parlement européen, mais aussi au Conseil européen. Ils ont aujourd'hui, par exemple, prolongé son débat, ça devait un point A, prolonger les sanctions vis-à-vis de la Russie. Donc, et c'est pourquoi, car les raisons pour imposer les sanctions n'ont pas été abandonnées de la part de la Russie. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'énergie ou la volonté de M. Poutine de vraiment affaiblir et déconstruire, s'il le peut, l'Union européenne et l'Alliance transatlantique. Son intention est vraiment très forte. Ça commence avec le financement du Front National en France, avec le financement de tous les partis de la droite et l'extrême droite en Europe, presque tous, et s'ils ne les financent pas, car ils ont suffi d'argent, ils les invitent, ils vont à lui, comme c'était le grand prophète de l'extrême droite, du nationalisme européen. Et pendant la Russie, dans la personne de M. Poutine, il y a maintenant des spéculations sur son état de santé, mais c'est autre chose. Au moment où la Russie ne change pas son attitude vis-à-vis de nous, il n'y a pas de... Il vaut mieux rester unis comme nous le sommes depuis 1914, pendant le début de l'agression contre l'Ukraine. Nous sommes ensemble, nous restons ensemble, et c'est un grand surpris pour lui que nous sommes restés ensemble sur cette question-là. Et à mon avis, nous sommes tous prêts à activer tout l'agenda positif, libre-échange, zone de libre-échange de Lisbonne à Vladivostok, ça date déjà des années 90, et tout ça, et là, une agenda positif est disponible au moment où la Russie devient d'une manière démocratique ou agréable dans la manière de s'adresser à ses propres voisins. La Russie, malheureusement, ne tire pas son influence par son attractivité ou même fascination, mais attire ou prenne son influence par la menace, par la guerre, par l'occupation
de ses voisins. Et c'est tellement dommage car tout le potentiel qui est là dans un agenda positif n'est pas possible avec cet homme qui n'est pas pensé dans une win-win situation, win-win, mais zero-sum game. Hein? Si je gagne, les autres perdent et vice-versa. Et c'est très mal. Et à mon avis, aussi long que Poutine est là et les structures autour de lui le tiennent, il n'y a pas vraiment le potentiel de développement positif n'est pas réalisable et il vaut mieux éviter faire des concessions où nous accepterions une Europe de deuxième classe dans certains pays qui n'exercent pas leur propre souveraineté, qui n'ont pas le droit de décider à où ils veulent adhérer. Et je crois que ce temps est passé. L'agenda, c'était la charte de Paris à 90 qui a vraiment prononcé que la souveraineté, c'est à chaque État de s'orienter vers ses propres souhaits et pas dominé par... Poutine essaie une nouvelle Brezhnev doctrine. Hein, et c'est vraiment anachroniste et pas acceptable. Et donc, voilà, il faut, comme j'ai dit, dialogue toujours, mais sur une base claire et unie de notre côté. Et cela donne aussi l'optimisme aux Russes même. J'en suis convaincu, il y a un potentiel démocratique en Russie qui va rester plus long que le pouvoir de cette caste qui s'est établie derrière une façade Potemkin en Russie. Voilà. Merci, Michael. Hubert, alors je vous redonne la parole sur la Chine. Alors, d'abord, je vais vous répondre sur la Chine, mais je pense exactement l'inverse de ce qu'on vient d'entendre sur la Russie. Et si on avait raisonné comme ça à l'époque de la guerre froide, je répète qu'il n'y aurait pas eu le moindre accord de désarmement, naturellement. Il n'y aurait rien eu. Mais ça, je crois que c'est lié au fait que l'Occident a cru vraiment avoir triomphé après la fin de l'URSS. L'Occident a cru être le maître du monde, d'où les politiques de sanctions, d'ailleurs, qui se sont développées. Et j'espère bien que l'Europe, dans l'avenir, celle de Bernard Guetta, va inventer d'autres méthodes internationales que les sanctions. Il ne va pas copier ce qu'il y a de pire dans la politique américaine. Enfin, c'est un autre sujet. Bon. Alors, sur la Chine, ce qui nous pend au nez quand même, c'est que les États-Unis veulent nous enrôler dans le combat contre la Chine. Les États-Unis ne peuvent pas accepter que la Chine devienne numéro 1. Et maintenant, l'ambition de la Chine est vraiment affichée. Pas simplement volonté de monter, même l'affirmation que le système chinois est supérieur au système occidental et aux démocraties représentatives qui ne marchent plus. Donc, il y a un défi gigantesque. Bon, alors, entre-temps, comme on n'est pas capable aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, d'avoir s'appuyer sur une base de souveraineté, d'avancée technologique, où on dirait, mais nous, on n'a pas à choisir, on va travailler avec l'un ou l'autre, s'appuyer sur l'un ou l'autre, on va voir selon les cas. Il y a quand même quelques années difficiles devant nous, dont il faut sortir le plus vite possible, où on est notre propre autonomie, vous voyez. Donc, on se projette dans la batterie, les batteries d'avenir, on se projette dans la 5G, etc. Mais là, il y a un moment délicat, parce que les Américains vont nous embrasser, là. On est amis, c'est des alliés transatlantiques, etc. Alors que sur le fond du fond, Bernard avait raison tout à l'heure, sur, disons, la séparation, pas la séparation, mais disons, l'éloignement progressif. On va devenir des alliés, comme des cousins issus de germains, vous voyez, entre les Américains et les Européens, de plus en plus. Mais dans l'immédiat, pour gérer la question chinoise, il va falloir être très, très, très malin. Mais déjà, la Commission est plus réaliste qu'avant. Alors, on ne dit pas encore que c'est une menace, on dit que c'est un défi stratégique, un rival stratégique, des choses comme ça. Mais ça, c'est bien de le dire. Ce que dit la Commission actuelle est plutôt pas mal, globalement. Mais ça va se traduire par des dizaines de décisions horriblement compliquées, avec le risque de voir les grands pays européens qui pèsent encore prendre des décisions contradictoires. Mais déjà, il faut mettre fin, par exemple, à ce sommet 17 plus 5 que les Chinois avaient installé en Europe. Eux, c'est la Chine, et 17 pays quand même, 17 pays de l'Union européenne qui trouvaient normal de se réunir avec la Chine, indépendamment de l'Union européenne. Donc, il faut au moins avoir la force de dire aux Chinois, écoutez, vous parlez à chaque pays, c'est normal. Quand vous voulez parler à un groupe, vous parlez à l'Union. Donc, il y a tout un chemin devant nous
pour qu'on se réaffirme, non pas comme un ensemble qui doit être choisir ou périr entre les États-Unis ou la Chine, mais un ensemble qui se réimpose dans un jeu à trois. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais pour moi, c'est la priorité, ça. Okay. Bernard, vous voulez réagir ou Michael? Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Hubert, mais je note avec satisfaction, c'est juste pour faire une petite malice comme ça, que voilà, face à la Chine, il faut une Union européenne. Il faut une Union européenne, surtout, bien sûr. Il faut, mais aussi pas seulement des gouvernements et de la Commission européenne courageuse, mais aussi nos propres entrepreneurs hein, ils acceptent toutes les discriminations de la part du gouvernement à Pékin afin d'avoir un accès au marché. Hein. Ils acceptent des transferts de technologie, ils acceptent partenariats avec les partenaires chinois et ils n'insistent pas que les règles de l'OMC soient appliquées à 100%. Et là, il faut, de notre côté, c'est la Commission européenne, pousser et soutenir nos propres entrepreneurs qui s'engagent en Chine afin que la Chine accepte un traitement égal, donc les mêmes conditions que les entrepreneurs chinois sont exposés chez nous, les chances qu'ils ont chez nous, ça doit être pareil. Et pour cela, on a besoin soit du niveau européen, mais aussi dans cette question, nous sommes au même niveau, nous avons les mêmes intérêts avec les Américains aussi. Ils souffrent les mêmes discriminations en s'engageant en Chine. Et comme j'ai dit, hein, je crois, nous sommes ensemble avec les Américains, nous sommes plus forts que les Chinois à long terme. Hein. Pour le moment, on peut les balancer encore, mais je crains que si on laisse la Chine se développer seule et nous l'Occident, ne réagit pas ensemble, c'est cette rivalité systémique, ça va se produire dans l'avenir prochain et nous réagissons avec cette One Road, One Belt, avec cette Silk Road initiative, nous réagissons un peu avec notre stratégie de connectivité, c'est bien. Il faut s'engager, il ne faut pas laisser seuls les pays en Asie. On a des accords de libre-échange avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec le Vietnam, avec Singapour. On est en train de faire ça avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais j'espère, voilà, on voit cet traité de la Chine avec ses 15 ou une quinzaine de pays en Asie, c'était à cause du vacuum qui ont laissé les États-Unis. Et c'est aussi à long terme n'est pas de notre intérêt. Donc, il faut s'engager. Voilà, en idéal, je crois qu'il y a une zone commune avec, voilà, les États-Unis, Canada, Europe, Japon et Australie, Nouvelle-Zélande. Si ça serait ensemble dans un traité commun, on peut à long terme aussi balancer ou limiter la Chine dans sa manière de s'organiser fortement. Voilà, ils ont évidemment des avantages comme dictature, ils n'ont pas d'opinion publique, ils peuvent faire ce qu'ils considèrent souhaitable à court terme. Là, ils sont plus flexibles, mais à long terme aussi, je suis optimiste qu'un jour les Chinois même ne vont plus accepter telle manière de gouvernance et ils seront busy avec themselves. Hein. Ils vont se traiter avec eux-mêmes un jour, pas trop loin, où les Chinois même ne vont pas accepter cette manière de gouvernance. Voilà, mais c'est une autre histoire encore. Merci. Okay. Alors, dernière question est là pour les trois, parce que nous, JCOL, notre ADN, c'est quand même le conflit du Proche-Orient, comme vous le savez. Et la question que l'on me pose et que je vous adresse, c'est de savoir est-ce qu'on pourra un jour avoir une position commune de l'Union européenne sur ce conflit israélo-palestinien, qui soit plus dynamique, qui prenne des initiatives. On se rend compte que c'est toujours compliqué.
Alors, qui veut commencer? Donc, moi, je dirais simplement que ça, ne vous faites pas d'illusions. Ça va être très compliqué. Qu'il y a des moments où on n'était pas loin d'une position commune autour de la solution à deux États, mais ça n'a pas tenu, en fait. Ça n'a pas tenu, puis finalement, pour des raisons que vous connaissez mieux que personne, le Likoud a gagné, quoi, en gros, et qu'il n'y a aucune possibilité d'influencer, personne n'a d'influence, disons, dans le sens de la raison, plus l'opération réussite par Trump, entre autres, enfin, notamment Trump, entre Israël, l'Arabie, les Émirats par rapport à l'Iran. Bon, je crois malheureusement qu'il n'y a pas de vrai levier. En même temps, je crois qu'aucune puissance régionale ne peut l'emporter complètement, aucune puissance extérieure ne peut imposer sa solution. Elles ne seraient d'ailleurs pas d'accord entre elles. Donc, je pense qu'on peut avoir une action qu'à la marge et d'accompagnement pour limiter la casse, réduire les souffrances des populations, maintenir quand même au fond du tunnel des perspectives, parler à tout le monde, préparer l'avenir. Vous voyez, mais je suis incapable de formuler quelque chose de plus ambitieux que ça. Et je ne m'attends pas à ce que les Européens se mettent d'accord entre eux. Sinon, ça serait fait de plus belle lurette, hein, par rapport à ça. C'est un sujet vraiment qui déclenche des choses viscérales, profondes, très compliquées. Voilà. Donc, continuez votre travail, J. Cole, qui est magnifique, hein, c'est courageux, mais honnêtement, ne vous faites pas d'illusions sur ce qui peut se faire. Biden va être moins clivant, moins borné. Il va rétablir l'aide aux Palestiniens, il va réouvrir les bureaux, mais c'est tout, quoi. Il ne se passera presque rien, et puis il va accompagner le mouvement Arabie et compagnie. En revanche, si Biden réussit à remettre sur les rails l'accord Iran, en dépit de la fureur de la coalition nouvelle que je viens de citer, même s'il veut tenter une négociation complémentaire sur les missiles et la déstabilisation régionale, ça peut... c'est mieux, quoi. C'est moins pire, on va dire. C'est moins pire, voilà. Donc, bon courage à ceux qui s'engageront dans ces voies. Merci Hubert. Alors Bernard, vous m'avez... Écoutez, malheureusement, je dois bien dire que je suis malheureusement d'accord avec Hubert sur le constat. Et l'anecdote que je souhaite vous raconter l'illustre parfaitement bien. Avant l'été, au moment où on n'en était pas déjà avec Israël, les Émirats, etc., mais où on en était à la phase où Netanyahou annonçait l'annexion des territoires palestiniens, je reçois un appel d'Abraham Burg, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, l'ancien patron de la Knesset, et qui me dit, pas à moi seul, à d'autres députés, mais enfin à un petit groupe, faites bouger le Parlement européen. Et c'était un appel de l'ancien président de la Knesset. Et donc, j'arrive dans mon groupe à Renew en disant, écoutez, voilà, j'ai reçu cet appel, il nous demande à nous, Parlement européen, donc je souhaiterais que notre groupe, Renew Europe, qui est quand même un groupe absolument central et décisif au Parlement européen, réponde à cet appel au secours de l'ancien président de la Knesset et porte ça devant la plénière du Parlement et qu'on essaye d'avoir un soutien à cet appel de Burg du Parlement européen. Il y avait un froid, mais polaire, dans la plénière de mon groupe de Renew, et soudain, rafale de mitraillettes. J'étais un agent, je ne sais pas quoi, enfin, pas tellement un agent d'ailleurs, j'étais un imbécile qui ne comprenait rien à rien, etc., etc. Et j'ai compris qu'il était absolument inutile d'essayer de continuer la bataille dans mon propre groupe politique. J'étais totalement isolé. Il y a une ou deux personnes qui ont ouvert la bouche pour défendre la même position que moi, enfin, ou soutenir la position que je venais d'exposer. Dieu sait qu'elle était modérée, parce que je ne suis pas un radical en quoi que ce soit, et certainement pas sur le conflit israélo-palestinien. Mais écoutez, même ça, le refus, la mise en garde contre une annexion de la Cisjordanie, impossible. Impossible. Alors, évidemment, pardon Michael, les Allemands de mon groupe, ça, bien sûr que oui, mais aussi les Scandinaves, les Néerlandais, enfin, il y avait un front totalement majoritaire. Que faire? Voilà. On n'y est pas. Michael? Voilà, je me souviens, l'année 2000, j'étais déjà au Parlement européen et le même Avram Burg était là avec son homologue palestinien.
c'était un moment d'espoir en 2000, pour un tout petit moment où nous étions tous, on s'est réjouis de cette occasion, on avait espéré, voilà, maintenant c'est la solution. Nous le savons tous, ce n'était pas la solution. Et aujourd'hui, voilà, en réalité, je crois, et je cite l'ancien ambassadeur israélien en Allemagne, Avi Primor. Il est souvent dans la radio allemande, Avi Primor, qui dit « Qui sommes-nous si les États-Unis et l'Europe nous disent il faut faire ça et trouver une solution avec les Palestiniens ?» Évidemment, si un jour, l'Union européenne et les États-Unis, en même temps, dans la même manière, proposent quelque chose à l'Israël et les Palestiniens ensemble, ils vont nous suivre, ils doivent nous suivre, et c'est dans leur intérêt mutuel. Moi, je suis bien sûr, je suis conscient du fait, voilà, que le fait que l'Union européenne n'a pas réagi aux, voilà, comment dirais-je, aux provocations de M. Netanyahou. Pour moi, c'est une question Netanyahou et sa manière de faire politique. Nous n'avons pas réagi comme il vaut mieux le faire à cause aussi de la position de l'Allemagne. Et je le comprends d'un côté. Et si la chancelière dit, voilà, c'est la raison d'État pour l'Allemagne et la sécurité d'Israël, voilà, je le soutiens, mais moi, je soutiens l'intérêt d'exister, les intérêts légitimes de l'Israël pour exister comme État juif. Je soutiens ça à 150%. Mais je ne peux pas soutenir les intérêts ou les activités illégitimes. Et ça concerne les settlements, les colonies qu'ils établissent à Cisjordanie, dans le territoire palestinien. Et je crois, et ça me vraiment fait beaucoup de crainte et de peur pour l'avenir d'Israël. Si ça continue de telle manière, un jour, ça va exploser. Hein. Donc, à mon avis, il faut, dans l'intérêt premier de l'Israël, de faire en sorte qu'il y ait ensemble avec les États-Unis, car contre ou sans les États-Unis, ça ne fonctionne pas. Il faut s'engager et qui va en profiter le mieux? Bien sûr, l'Israël, ce sont les plus forts de la région, ce sont les plus efficaces, les plus démocratiques. Et s'il y avait une solution, et si ça serait garanti par nous, je suis prêt à accepter l'Israël dans l'OTAN et dans l'Union européenne même. Ça ne pose aucun problème si c'est là la garantie qu'ils ont besoin pour la sécurité éternelle. Et avec une présence des États-Unis militaires, tout va avec mon soutien, mais il faut quelque chose de digne pour les Palestiniens aussi. Autrement, il y a toujours des arguments de n'importe quel extrémiste islamiste que le West et que l'Occident est partisan de l'Israël et tout ça. Nous connaissons tous ces arguments. Mais il y a une solution un jour, mais seulement ensemble avec l'encouragement, afin d'éviter le mot pression, l'encouragement commun des États-Unis et de l'Union européenne avec ceux en Israël qui comprennent qu'il faut faire autrement. C'est pour la plupart seulement ceux qui sont déjà des has-been, qui étaient en office, les anciens chefs du Mossad, les anciens chefs de Shin Bet, ce sont ceux qui disent qu'il fallait faire, mais ceux qui sont au pouvoir, comme M. Netanyahou et sa manière de faire la politique, malheureusement, ils ne vont pas guider l'Israël vers un bon avenir, à mon avis, mais c'est démocratique et il faut des élections, il faut un changement, et avec ça, on pourrait peut-être ensemble s'engager. Les élections en Israël, c'est le sport national, il va en avoir bientôt, mais oui. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sera le changement. Mais juste un dernier mot à ce propos, Michael. La position de l'Union européenne est très importante et vous le savez très bien que l'Allemagne a un poids particulier vis-à-vis d'Israël dans ce sens, sur ces questions-là, à cause du passé et de l'engagement pour la sécurité d'Israël qu'a toujours pris l'Allemagne depuis. Et il est important que ce que vous dites, que les Allemands comprennent que la meilleure sécurité pour Israël, c'est la création d'un État palestinien à ses côtés. Et c'est ça la meilleure sécurité plutôt qu'un nouveau sous-marin. Voilà, c'est la position en tout cas que nous soutenons, nous séparer de ces territoires pour qu'il y ait deux États. Merci à vous trois, bon, c'était très passionnant
Et en tout cas, ce soir, il se trouve que c'est la première soirée de la fête de Hanouka dans le peuple juif, qui est la fête des Lumières. Donc, on va tous, pour ceux qui le font, allumer une bougie. Il y en a une par jour pendant chaque soir de la semaine. Espérons que ça nous éclairera vers un meilleur avenir, et à la fois pour l'Europe et pour la région. Et encore une fois, merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, guten Abend, Erev Tov.